On en a terminé avec tous les petits points d'organisation et donc je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement le docteur Chemali qui vient nous faire qui a la gentillesse de venir sur son temps libre pour nous parler du cannabidiol. Vous en avez tous peut-être ou pas entendu parler. Donc voilà, lourde tâche. C'est ce micro-là ou c'est celui-ci, je pense. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Je suis contente d'être là pour essayer de répondre un petit peu aux questions que vous pouvez vous poser sur le cannabidiol. On en parle beaucoup. Certains l'ont peut-être même déjà utilisé chez leurs enfants. Le but de ma... Vous m'entendez? Ah. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, très bien. Donc le but de ma présentation aujourd'hui, j'ai essayé d'axer un peu les choses sur comment on voit comment le cannabidiol est arrivé en fait dans notre arsenal thérapeutique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a avec, autour? Quelles sont les preuves que ça marche? Sur quoi on se base? Quelles sont les preuves qu'il y a aussi peut-être des enfants chez qui ça ne marche pas? Quels sont les effets secondaires qui ont été notés? Comment on est arrivé à tout ça? Et un peu qu'est-ce qui est aujourd'hui, c'est quoi la réglementation en France et qu'est-ce qui peut être prévu pour les prochaines semaines ou prochains mois? Donc déjà, qu'est-ce que le cannabidiol? Le cannabidiol, c'est un des éléments qui sont présents dans le cannabis, le chanvre, hein, c'est une plante. Il en existe plusieurs espèces, la principale c'est la sativa. Mais en fait, il n'y a pas que du cannabidiol dans le chanvre. Il y a plein d'autres cannabinoïdes. Entre autres, le plus important, ou celui qui embête le plus, c'est le tétrahydrocannabinol, ou le THC. Il y en a d'autres aussi qui ont potentiellement des propriétés aussi, mais celui dont on cherche le plus à se débarrasser, parce que c'est celui qui a les effets secondaires les plus embêtants, en termes de dépendance, en termes d'effets psychotropes, les gens qui fument voilà, avec la sensation d'être un peu complètement ailleurs, c'est le THC qui le leur donne. Et en fait, du cannabidiol ou du cannabinoïde, il y en a dans notre organisme. Nous avons nous-mêmes un propre système. Nous avons des récepteurs qui sont sensibles à ces substances et nous produisons ce qu'on appelle les endocannabinoïdes qui vont agir sur deux types de récepteurs qui sont le CB1 et le CB2. Alors, il a été identifié au fur et à mesure du temps qu'en fait le cannabinoïde, les premières extractions de ces différentes substances datent des années 50 à peu près. C'est à ce moment-là qu'on a isolé les différents cannabinoïdes ou alcaloïdes dans la plante du chanvre. Et en fait, on s'est rendu compte dans certaines maladies qu'il y avait un surfonctionnement de ce système et que donc en bloquant le système endocannabinoïde, on pouvait avoir une amélioration des signes. C'est notamment le cas dans l'obésité. Et à l'inverse, on a vu qu'au contraire, on pouvait profiter des effets de ce système dans certaines maladies comme les douleurs. Alors c'est les douleurs de type inflammatoire, les douleurs cancéreuses, mais également la sclérose en plaques, la spasticité. Et donc, mais il y avait un problème parfois d'effets secondaires qui était lié justement au fait que les substances administrées allaient agir plus sur un des récepteurs ou plus sur l'autre, plus sur les récepteurs qui étaient présents à l'intérieur du cerveau ou sur les récepteurs présents à l'extérieur du cerveau. Donc c'est en fait un peu plus compliqué que juste je prends du cannabidiol et puis ça marche sur les symptômes. Bon, c'est un petit schéma un peu rébarbatif, mais en gros c'est un peu où sont localisés les récepteurs. On en a dans la région, ce qu'on appelle avant la synapse, au niveau du cerveau, et puis il y en a aussi après. Il y a des effets, donc on peut imaginer qu'on peut agir sur la transmission au niveau du cerveau à différents niveaux. Donc les effets secondaires gênants, en fait, c'est dû plutôt à l'activation de récepteurs CB1. Et quand on a eu des effets positifs, c'était plutôt lorsqu'on agissait sur l'autre récepteur, ou bien sur le récepteur CB1, mais en dehors du système nerveux. Donc l'idée, c'était de voir est-ce qu'on pouvait avoir des substances qui agissaient de façon plus sélective à un site et pas sur l'autre. Donc ça, c'était au début sur des pathologies autres que l'épilepsie, donc le cancer, la spasticité. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu des rapports, quand on regarde dans la littérature, dans les années 80, les années 90, des équipes qui ont rapporté des cas isolés où des personnes ont consommé du cannabis ou de l'extrait et en fait ont vu une amélioration au niveau de la fréquence des crises dans des cas isolés. Alors il y avait des crises généralisées, il y avait des crises focales, il y avait différents types, mais c'était des cas isolés, ponctuels, qui n'étaient pas vraiment, il n'y avait rien de reproductible ou de vraiment fiable. Et on disait, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, en fait, c'est quand même bien toléré si on arrive à isoler uniquement le cannabidiol en séparant vraiment bien le THC.
Alors du coup, il y a des équipes de chercheurs. En général, quand on développe une nouvelle molécule dans la pharmacie, maintenant, on commence par faire des études de la nouvelle molécule sur les modèles animaux, sur les animaux. Donc ça s'appelle les études précliniques. Et donc en fait, ça s'est un peu passé comme ça pour le cannabidiol. Et il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette molécule et qui l'ont testée dans des modèles d'épilepsie. Ce sont des modèles des souris chez qui on induit des crises et puis on donne le cannabidiol et on essaie de voir si elles font moins de crises ou pas. Et on essaie de savoir comment ça marchait, par quels moyens. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'effets, beaucoup de choses différentes. Alors, il y a des équipes qui ont dit que ça marchait. Alors, on a confirmé que ça marchait sur des modèles animaux, donc cette équipe-là. On a dit que ce n'était pas forcément médié par l'effet sur le récepteur. En fait, ça marchait par d'autres canaux, ce qu'on appelle les canaux potassiques, qui laissent passer du potassium, donc ça change la transmission au niveau du cerveau. Ou alors, ça marche par d'autres canaux, les canaux sodiques. Ou alors, ça agit sur des protéines qui jouent sur ce qu'on appelle la transmission calcique, qui aide à la libération des molécules qui agissent sur la transmission au niveau des neurones. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup d'effets divers. Ça a plusieurs cibles, le cannabidiol, ça n'en a pas qu'une seule. Et après, l'idée, c'est de savoir quelle est la principale cible ou par quoi ça marche le plus. Il y a aussi un autre élément qui a été mis en évidence, et en fait, c'est que le CBD, il agit aussi sur des molécules qu'on appelle les cytochromes. Les cytochromes, ce sont des petites enzymes qui sont présentes dans notre foie, et dont le rôle, en fait, c'est de dégrader les molécules médicamenteuses qu'on reçoit. Elles vont les dégrader en des molécules qui sont soit actives, soit inactives, pour ensuite que notre corps puisse les éliminer. Et en fait, le CBD, il a un effet très important sur ces cytochromes. Et donc, comme il agit sur une molécule qui dégrade les médicaments, du coup, il va changer en fait le temps de présence ou la quantité de ce médicament qui est présent dans l'organisme et donc potentiellement changer son effet à lui aussi. Donc, il peut agir indirectement via les autres médicaments que la personne reçoit en même temps. Donc, ça, c'est un effet qui est important. Il y a eu une première étude d'interaction prouvée entre le cannabidiol et l'urbanil. Et puis là, je vous ai mis un tableau sur une autre étude qui a comparé avec beaucoup d'autres molécules les interactions possibles chez des adultes, mais aussi chez des enfants, et qui a mis en évidence des interactions, donc de nouveau avec le clobazam ou l'urbanil, mais aussi avec d'autres molécules comme l'épitomax, que vous connaissez peut-être, ou bien le zonegran. Il y a des études également qui ont montré des interactions avec la dépakine. Donc en fait, il peut avoir un effet non seulement via une action sur comment le cerveau fonctionne, mais aussi via l'élimination des autres médicaments. Donc là, j'ai un peu essayé de résumer à la fois ce qu'on a vu comme études précliniques sur les animaux, ce qui a été démontré, les différentes molécules, et puis un peu les interactions. Là, on voit sur ce tableau que ça augmente le cannabidiol, mais pas que le cannabidiol, mais également les autres molécules. Le cannabidiol, c'est la dernière ligne. On voit effectivement qu'il augmente l'effet de l'urbanil et d'autres molécules. Donc, il agit de plusieurs façons, en fait. Il a plusieurs modes de mécanismes d'action. Après toutes ces observations et surtout après une histoire un peu clinique, une histoire d'une petite fille en fait qui vit au Colorado, qui s'appelle Charlotte, qui a la maladie de Dravet. Le syndrome de Dravet, c'est une épilepsie rare, sévère. Les enfants font beaucoup de crises, ils commencent très jeunes, à l'âge de 2 mois, ils font des crises avec de la fièvre, des crises très longues qui peuvent durer 40, 50, 1 heure. Et ils font comme ça, des crises avec de la fièvre, puis des crises sans fièvre. Et en parallèle, ils installent un décalage psychomoteur, un trouble d'apprentissage. Donc cette petite fille, elle faisait jusqu'à 100 crises par jour, elle n'avait pas de langage, elle ne parlait pas, il n'y avait pas d'interaction. Et en désespoir de cause, ses parents ont essayé qu'on appelle une Charlotte's Web, maintenant Charlotte's Oil. C'est une huile de cannabidiol purifiée. C'est un groupe de chercheurs, de jeunes, qui l'avaient développée sur une plante. Ils avaient croisé différentes espèces de chanvre et abouti à une plante où ils avaient réussi à purifier le maximum en THC, éliminer le maximum de THC, avoir le plus de cannabidiol. Et donc ils ont administré ce médicament à cette petite fille. Et la fréquence des crises a descendu progressivement à 2-3 crises par mois nocturne, et la petite fille était entre guillemets comme ressuscitée. Elle arrivait à parler, elle arrivait à interagir, enfin il y avait vraiment beaucoup de progrès. Et donc suite à cette histoire, il y a eu beaucoup de bruit autour de l'histoire de cette petite fille. Et en parallèle, il y avait des légalisations aux États-Unis de l'usage du cannabis en médecine, mais pas seulement pour l'épilepsie, mais pour toutes les autres causes dont je vous ai parlé au début, le cancer, la spasticité, les douleurs neuropathiques, etc. Et donc, il y a eu de plus en plus de développement de cannabidiol, d'extrait de cannabidiol purifié. Alors, l'idée, c'est de purifier le plus possible pour avoir le plus de cannabidiol et le moins de THC, toujours avec le but d'avoir le moins d'effets secondaires.
Et donc suite à ça, il y a eu des premières études, des essais cliniques qui ont été menés donc, dans le syndrome de Dravet, qui était la maladie de cette petite fille. Et donc là, je vous ai montré un petit peu en plus en détail les designs de ces études, puisque pour nous, ce sont ces études-là, ce type d'études, qui nous permet de dire qu'un médicament est efficace. C'est-à-dire pour pouvoir proposer un médicament avec suffisamment de preuves d'efficacité à des familles ou à des patients, les règles actuelles supposent que ce médicament soit essayé dans un essai clinique, administré en aveugle, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne savent quel produit reçoit l'enfant ou le patient, versus ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire qu'une substance qui n'a pas d'effet connu, qu'on va venir ajouter au traitement de base du patient et qu'on va essayer et on va recueillir un certain nombre d'informations à la fois sur l'efficacité. Alors il y a des critères qui sont prévus, des critères d'efficacité. On dit on veut avoir une efficacité, une baisse de plus de 50% du nombre de crises pour considérer que c'est efficace. Et il faut que ça soit significatif entre les deux groupes. Il faut qu'il y ait une différence vraiment significative entre le groupe qui a le médicament et le groupe qui a le placebo. Et donc c'est un peu sur ce type d'études, ce qu'on appelle les études cliniques de phase 3, qu'on base un peu l'efficacité et que les compagnies pharmaceutiques basent leur dossier pour demander ensuite à pouvoir commercialiser le médicament. Et bien sûr, il faut que les effets secondaires soient acceptables, peu fréquents. Sinon, les essais sont interrompus très tôt si jamais il y a des effets qui sont dangereux ou létaux ou qu'on constate qu'il y a vraiment une très mauvaise tolérance. Donc du coup, des études ont été menées de ce type. Donc d'abord dans le syndrome de Dravet, on voit qu'il y a eu une inclusion d'environ 120 patients, 2 bras, donc un bras qui a reçu le cannabidiol et un bras qui a reçu un placebo, en plus d'un traitement de base qui correspondait en général à 3 molécules antiépileptiques en moyenne. Et donc on voit qu'il y a à peu près, on a quand même quelques sorties d'études, 9 patients par rapport à des effets secondaires, ou bien parce que l'investigateur, donc le médecin qui mène l'étude, considère que ça n'allait pas, ou que c'était dangereux, ou qu'il y avait un problème. Des personnes qui complétaient une première phase en double aveugle, et puis ensuite on passe sur ce qu'on appelle une phase ouverte, c'est-à-dire que le traitement est reçu, et là tout le monde sait qu'est-ce qu'il a. On sait que c'est le médicament qu'on administre, et donc on peut être plus, on est plus au courant, et on peut plus adapter la dose en fonction du patient. Et donc qu'est-ce que donnaient ces résultats? Donc là vous avez un peu les caractéristiques de ces patients. C'est des patients qui avaient une moyenne d'âge de 9-10 ans, donc c'était plutôt des enfants. Sur cette étude, à peu près autant de filles que de garçons. C'était une étude mondiale, multicentrique, donc il y avait les États-Unis et puis il y avait des cohortes européennes, dont la France. Et donc il y avait des traitements concomitants, l'urbanil, le dépakine, le Keppra, l'épitomax, des molécules que vous connaissez peut-être. Également aussi le diacomite, que vous connaissez un peu moins, mais qui est une molécule qui est très utilisée en syndrome de Dravet. Et qui a aussi un effet un peu comme le cannabidiol, qui agit via l'élimination, qui agit sur l'élimination des médicaments. Et qu'est-ce qu'on a vu comme effet? En fait, en comparant le nombre de crises sur la période de baseline, c'est-à-dire la période en fait, où on va demander aux parents de compter les crises avant de commencer à donner le médicament, et la période après, il y avait une diminution d'environ 40% de la fréquence des crises entre le groupe qui recevait le cannabidiol et le groupe qui recevait le placebo. Donc la différence a été significative. On voit que le petit p, qui est un peu le chiffre statistique, il est à 0,01, donc il est inférieur au seuil de significativité. Donc c'était significatif. En termes d'effets secondaires, qu'est-ce qui était le plus fréquemment noté? Il y avait surtout des effets digestifs. Alors il y avait beaucoup de diarrhée, potentiellement lié à l'excipient utilisé, puisqu'en fait le produit, le cannabidiol, c'est un produit lipidique, un peu huileux, et donc il est dilué dans de l'huile de sésame. Et cette huile de sésame, parfois on peut mal la tolérer, ou bien on peut au niveau digestif avoir un peu de mal à l'éliminer. Donc il y avait des effets digestifs. Il y avait aussi des effets sur l'appétit. On retrouve dans quasiment tous les essais thérapeutiques les infections respiratoires, mais c'est parce que c'est des enfants et qu'ils sont souvent, ils sont souvent enrhumés. Et en fait, dans le cadre d'un essai thérapeutique, on doit signaler tous les effets, tout ce qui se passe. Et donc ça ressort toujours, mais c'est probablement pas lié aux médicaments. Il y avait quelques effets qui signalaient un peu une léthargie, une somnolence, des enfants un peu moins réactifs, un peu moins présents. Mais ce n'était pas non plus un très grand nombre. On voit qu'on en a à peu près 22 sur 61 dans le bras du cannabidiol, donc un petit peu plus que dans le bras placebo, il n'y en avait que 6. Du coup, il y a eu un essai qui a été fait dans une autre épilepsie sévère, ce qu'on appelle un syndrome de Lennox. Alors peut-être vous connaissez un petit peu plus, on en a peut-être parlé. C'est une épilepsie qui qui peut être une forme de syndrome qu'on rencontre dans plusieurs maladies, dont la maladie de Bourneville.
Donc c'est une épilepsie caractérisée par des crises où il y a des chutes, beaucoup de chutes, alors qui peuvent être dues soit à des crises où on est très raide, ce qu'on appelle les crises toniques, ou alors à des absences, il y a une rupture de contact, on n'est plus présent et puis hop, une perte de tonus. Et donc ces crises, elles font tomber, donc elles sont traumatisantes, elles sont dangereuses, on peut se casser, on peut se blesser, il y a des plaies au niveau du front, on se casse les dents, les enfants se cassent le nez, enfin voilà, c'est assez traumatisant et c'est une source de gènes supplémentaires par rapport déjà au poids des crises sur le quotidien. Et donc, il a été proposé aussi de tester le cannabidiol sur le même type d'études, donc en placebo, en randomisé, double aveugle, dans cette maladie. Et donc, c'est pareil, c'était une étude multicentrique, États-Unis et reste du monde, qui a été publiée récemment. Et donc, il y avait 200 patients qui ont été screenés, 171 ont été randomisés, avec à peu près la moitié, un bras dans le bras cannabidiol, avec une dose moyenne de cannabidiol dans ces études qui ressort autour de 20 mg par kilo. C'est un peu la dose qui semble être la dose efficace pour ce produit. Donc, on voit qu'on a à peu près 70 qui ont terminé l'étude et qui sont passés dans la phase dite ouverte. Alors là, pareil, un peu les caractéristiques, on avait peut-être un petit peu plus d'adultes, parce que c'est une épilepsie qui apparaît un peu plus tard dans l'enfance que le syndrome de Dravet, donc il y avait un peu plus d'adultes. Et puis c'était une étude enfant-adulte, à peu près autant de filles que de garçons, pas mal de médicaments, ils avaient essayé au moins 6 avant, ils en avaient 3 au moment de l'étude. On retrouve toujours un peu les mêmes, la dépakine, l'urbanil, donc le valproate, le clobazam, le Keppra, les vétiracétam, l'amygdale, la motrigine, mais également le rufinamide, qui est une molécule spécifique de cette pathologie. Il y avait également d'autres thérapies qui étaient retrouvées, le régime cétogène ou le stimulateur du nerf vague, qui sont des techniques qui peuvent aider dans ce type d'épilepsie. Et le critère d'évaluation, c'était la fréquence mensuelle des crises avant le début du traitement. Et on voit que le principal type de crise qui était comptabilisé, c'était les chutes, donc on appelle les drop seizures, les crises qui font chuter. Et donc on voit qu'on a, si on prend un peu la réduction de la fréquence de ces crises, on voit qu'on a une différence dans la phase de traitement, une diminution dans le groupe de 43% versus 21% avec le placebo. Et on avait une différence dans la phase de maintenance, on introduit le traitement, on augmente la dose et puis on le garde tout le long sur plusieurs mois. On avait aussi une diminution de 48% versus 20% dans le groupe placebo. Et c'était des différences qui étaient significatives. Alors si on détaille un peu, une diminution de plus de 25%, de plus de 50%, de plus de 75%, on voit que la différence reste toujours significative entre le groupe traité et le groupe qui recevait un placebo. En termes d'effets secondaires, on retrouve toujours un peu les mêmes, la diarrhée, la somnolence, et là on avait plus une diminution de l'appétit. Donc tous ces essais ont été menés avec une molécule qui est développée par un laboratoire anglais qui s'appelle GFW Pharmaceuticals, qui a donc développé une solution purifiée en cannabidiol et qui contient quasiment 0% de THC. Mais en fait, depuis qu'il y a eu donc les Charlotte's Web, etc., il y a beaucoup de produits que vous trouvez. Il suffit de taper sur Internet cannabidiol et vous avez des listes comme ça. Alors j'ai mis un peu plus le Charlotte's Web, le Alezope, le CBD oil, enfin voilà. C'est vendu en complément alimentaire en fait. Ce sont des huiles organiques. C'est parfois pas très facile, j'ai essayé, de voir la teneur exacte en CBD ou en THC. Légalement, normalement, selon la loi, ils doivent avoir moins de 3% de THC dedans, mais on ne sait pas en fait s'il n'y en a pas un petit peu. Et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme autres cannabinoïdes, sachant que les autres aussi peuvent avoir une efficacité qu'on ne connaît pas encore et qu'on commence à explorer. Il y a des études qui commencent à étudier les effets des autres cannabinoïdes qu'on peut trouver dans le cannabis. Donc c'est pas facile de savoir exactement ce qu'on donne. Et c'est pas facile de savoir exactement en termes de milligrammes par kilo, en termes de dose. Est-ce qu'il faut monter? Est-ce qu'il faut descendre? Quelle est la tolérance? Qu'est-ce qu'on donne exactement? Et puis, ce sont des produits qui n'ont pas été essayés. C'est des produits développés par des compagnies privées ou des personnes. Donc, il n'y a pas eu de test, il n'y a pas eu d'essai, il n'y a pas eu par rapport à la tolérance ou par rapport à l'efficacité. Donc, c'est un peu difficile de savoir exactement ce qu'on donne, même si, a priori, on donne du cannabidiol, mais combien, en quelle proportion, etc. C'est pas très clair. Quand on voit un peu la législation en France, et là ce texte il date de juin de cette année, la législation encore en France veut que tout ce qui contient du CBD est interdit s'il y a ne serait-ce que 0,005% de THC déjà, donc il faut vraiment que ça soit complètement pur. Et ensuite il n'y a pas encore on ne peut pas dire voilà j'ai une huile de CBD et ça marche.
C'est interdit de faire cette vente, cette publicité. Il n'y a que les médicaments qui bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché qu'on peut utiliser, qu'on peut prescrire et qu'on peut donner aux enfants. Et donc, ça pose du coup le problème, si jamais on se procure soi-même de l'huile de CBD ou sur n'importe quelle formulation disponible et qu'on l'administre, c'est difficile de demander à quelqu'un d'autre de le donner à l'enfant parce que c'est interdit. C'est difficile de savoir quelle interaction ça peut avoir avec le reste du traitement. C'est difficile de demander au médecin de dire est-ce que je peux baisser l'autre médicament, est-ce que je peux l'augmenter. Donc il y a toutes ces questions auxquelles on peut difficilement répondre et sur lesquelles on peut difficilement accompagner une famille quand il y a de l'huile de cannabidiol qui est rajoutée au traitement de l'enfant ou du patient. Donc en l'état actuel des choses, pour l'instant, on est en attente de ce qu'on appelle l'ATU pour le médicament qui a été étudié dans les essais dont je vous ai parlé, donc l'Epidiolex. Il a été autorisé par l'agence américaine, par la FDA, il y a quelques semaines maintenant, donc ça va suivre au niveau de l'agence européenne. Et en France, on est en attente de ce qu'on appelle une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, où on pourra en fait faire des demandes nominatives par patient, en justifiant le type d'épilepsie. Les indications principales qui seront bien sûr retenues, ce sera le syndrome de Dravet et le syndrome de Lennox. Donc il faudra a priori rentrer dans les critères de ces épilepsies pour pouvoir bénéficier du traitement. Et l'administration ou la dispensation sera dépendante de l'accord de l'agence du médicament et de l'accord du laboratoire qui commercialise ce médicament. Il y a une autre molécule qui est le Sativex qui a l'AMM depuis 2014 mais qui n'est pas facilement disponible, qui est l'utilisé pour la spasticité dans la sclérose en plaques ou pour d'autres signes, mais il y a des problématiques de tarifs qui font que ce n'est pas facile de s'en procurer. Donc il y a beaucoup de choses autour du cannabidiol, beaucoup de choses autour du cannabis, probablement en rapport avec les effets indésirables du THC, qui est le principal composant et dont on a parfois du mal à se débarrasser, et qui, lui, a des effets potentiellement néfastes, psychotropes, de dépendance, et donc qui pousse les autorités à réglementer de façon très stricte ce type de molécules. Donc si je devais un petit peu résumer, on a des preuves sur les études précliniques, sur les modèles animaux, que le cannabidiol, ça marche. Par quel mécanisme, c'est pas encore clair. Il y a plusieurs cibles, plusieurs modes d'action. Il y a probablement un effet du fait que ça interagisse avec d'autres antiépileptiques. Donc c'est un effet qui n'est pas négligeable. Il n'agit pas juste par son propre effet, mais aussi via les autres médicaments qui sont donnés en même temps. Il y a eu des essais cliniques qui ont montré une efficacité dans 2 maladies. Et il y a un essai clinique en cours aux États-Unis uniquement dans la maladie de Bourneville, à Boston. Les inclusions sont finies, mais les résultats ne sont pas encore disponibles. Et sur les huiles de cannabidiol qu'on peut trouver sur le marché, en allant sur Internet et en les commandant, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que ça fait, comment ça interagit, quelle est la quantité qui est efficace, et comment gérer la posologie, comment monter, comment descendre, et comment administrer ça aux enfants. Voilà. Alors merci beaucoup, docteur Chemali. C'est dur de parler d'une molécule qui quand même est porteuse d'espoir pour les familles et quand même d'être obligé de dire écoutez, attention, il ne faut pas aller vous fournir au marché noir pour plein de raisons, entre guillemets. Voilà, donc vous avez peut-être des questions. Moi j'en avais une, c'est est-ce qu'il est prévu un essai clinique en France pour la sclérose tubéreuse de Bourneville ? Alors, je crois que ça avait été discuté à un moment. J'ai vu que l'étude était ouverte aux États-Unis et qu'elle était presque finie. Alors, est-ce que ça donnera lieu à une étude randomisée un peu plus étendue sur les pays européens ? Je n'ai pas l'information aujourd'hui, en fait. Alors, j'ai le micro. Je profite pour compléter la question. Quelle action pourrait faire que la STB serait prise en compte au même titre que Dravet, par exemple, dans les prochaines prescriptions, l'autorisation temporaire, etc. À quoi faudrait-il se soumettre comme règle du jeu ? Ça sera probablement le type de l'épilepsie, c'est-à-dire que si l'enfant a une épilepsie sévère qui se rapproche ou qui a les caractéristiques d'un syndrome de Lennox, il sera possible probablement de le prescrire à un patient avec maladie de Bourneville. Le syndrome de Lennox est un syndrome épileptique, il ne présage pas de l'étiologie sous-jacente. Donc c'est vrai que le syndrome de Dravet c'est un peu particulier, c'est à la fois une étiologie et un type d'épilepsie, mais le syndrome de Lennox, il y a beaucoup plus d'étiologies à la base, dont la maladie de Bourneville, puisque les enfants qui ont fait éventuellement des spasmes, enfants et qui n'ont pas très bien répondu, peuvent évoluer avec l'âge vers des crises de type Lennox. Et donc dans ce cadre-là, ce sera tout à fait possible de le prescrire à un enfant avec maladie de Bourneville
Voilà, l'étiologie n'est pas, c'est pas l'étiologie qui conditionne, c'est le type de crise en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, moi je viens du pays du Nord, je suis le seul Belge je crois ce soir, donc je voulais savoir, aujourd'hui, je voulais savoir si une mise sur le marché en France serait la même chose en Belgique, si c'est européen ou si chaque pays fait... Alors les législations sont un peu... Normalement, la demande elle est faite auprès de l'Agence européenne du médicament, donc une fois que ce sera accordé, c'est normalement une législation qui va s'appliquer à tous les pays, mais la législation par rapport au cannabidiol, elle est différente d'un pays à l'autre. Notamment en Suisse, c'est possible de commercialiser des produits avec du CBD ou même de les formuler en pharmacie tant qu'il y a moins de 3% de THC et c'est avec un certain coût. Donc c'est un peu différent. Il y a des prescripteurs en Espagne, au Luxembourg, qui prescrivent du CBD mais qui est formulé, enfin qui est fabriqué au niveau des hôpitaux ou de façon artisanale. Donc c'est un peu différent en fonction des pays. Là, j'ai parlé de la législation française, mais pareil, la demande d'autorisation, elle est faite auprès de l'agence européenne, donc a priori, ça descendra après sur les agences nationales du médicament. Une autre question? En attendant qu'elle arrive, y a-t-il un médicament antiépileptique dont on sait d'ores et déjà qu'il est formellement déconseillé de l'utiliser avec du CBD parce qu'il y a vraiment une interaction qui peut être dangereuse et qui a été avérée? Alors, il n'y a probablement pas formellement, il n'y a pas d'interaction dangereuse. Il y a simplement des interactions auxquelles il faut faire attention par rapport à cette action sur le cytochrome. Et en fait, il faudra probablement qu'on baisse nos doses ou qu'on mette des doses, qu'on n'aille pas d'emblée, par exemple, sur 20 mg kg de cannabidiol, mais probablement moins si jamais il y a des médicaments concomitants ou alors qu'on fasse attention aux doses des autres médicaments, qu'on les diminue un peu, plus par rapport à un profil de tolérance. Après, si on cherche un effet, c'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un maladie de Dravet, par exemple, il y a une molécule qui s'appelle le styripentol qui a été designée pour cet effet-là. C'est-à-dire que le styripentol, c'est un peu comme le cannabidiol, il agit sur des cytochromes et en fait, il est utilisé pour cet effet-là. On le donne en adjonction à des molécules pour augmenter l'effet des autres molécules. Donc, est-ce qu'on pourra utiliser le cannabidiol un peu de cette façon-là? Il faudra en fait probablement voir en fonction de chaque patient la tolérance de la dose et peut-être monter plus doucement. Sur les essais cliniques dans le syndrome de Dravet, la titration était tous les 2 jours et c'est vrai que sur certains enfants, on a l'impression que ça les fatiguait énormément, c'était trop rapide comme ascension, donc peut-être qu'en pratique clinique, il faudra monter plus doucement ou aller sur des doses moins fortes, mais il n'y a pas de médicaments formellement contre-indiqués. Bonjour. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais vous rencontrez beaucoup de familles qui testent officieusement comme ça le cannabidiol? Oui. Oui. D'accord. Et qui sont contents du résultat? Alors, en fait, là, on arrive un peu sur l'effet... Alors, en fait, sur chaque molécule, il y a un effet placebo et puis il y a aussi un effet de... Je pense qu'il y a l'effet de l'attente. Qu'est-ce qu'on attend par rapport à l'effet de ce traitement? Je sais qu'il y a pas mal des parents qui l'ont essayé, qui ont fait remonter des effets positifs sur l'éveil, sur l'attention, sur le fait que l'enfant était plus présent, plus vigile. L'effet sur les crises était un petit peu plus difficile à faire ressortir. En tout cas, sur les... Alors, il y avait des parents qui disaient qu'il y avait moins de crises, une amélioration de l'état clinique quand on faisait des EEG ou quand on réévaluait de façon un peu, voilà, en comptant les crises ou de façon un carnet de crise objectivement les enfants. Parfois, ça ne ressortait pas de façon aussi évidente, mais j'ai eu tous les cas de figure en fait. Et j'ai eu des parents qui l'ont mis en place, ça n'a pas marché, ils l'ont arrêté. Et j'ai des parents qui l'ont mis en place, qui l'ont gardé. Des parents qui l'ont mis en place et qui ont dû l'arrêter pour des questions de coût aussi, parce que quand on part sur un achat de ce type de molécules, actuellement, il faut compter entre 300 et 400 euros par mois, au moins. Ça dépend de la dose qu'on administre. Si on veut monter plus, ça peut être sur des sommes beaucoup plus fortes. Donc, et ce n'est pas remboursé, ce n'est pas pris en charge. Donc, ça peut être aussi un élément limitant. Bonjour, je me posais la question parce que vous parlez d'interaction avec les autres médicaments. Alors, est-ce que, au contraire, ça fait augmenter les effets médicamenteux ou bien ça peut annuler certains effets En fait, sur celui qui a été pas mal étudié, c'est l'interaction avec le clobazam ou l'urbanil. Et sur le clobazam, on a l'impression que ça augmente l'effet de l'urbanil. C'est-à-dire que ça ralentit son élimination et ça augmente ce qu'on appelle les métabolites actifs. C'est-à-dire qu'en fait, le cytochrome, il va dégrader la molécule en une molécule qui a aussi un effet antiépileptique. Et comme le cannabidiol inhibe ce cytochrome qui dégrade, on va monter le taux de la molécule, et en tout cas ralentir le temps avec lequel elle va se dégrader, donc elle va être présente plus longtemps.
Ça, c'est un effet qui ressort au moins dans 2 études d'interaction avec ce médicament. Sur les autres molécules, il n'y a soit pas d'interaction, soit c'est un effet aussi où ça augmente les doses. Et on le voit aussi par rapport aux effets sur les enzymes hépatiques. Quand on a une polythérapie plus le cannabidiol, on peut avoir une montée dans les enzymes hépatiques qui montre que derrière, ça rame un peu, le foie fonctionne et du coup a du mal un peu à suivre. Alors il n'y a pas d'hépatite, ça ne monte pas sur des taux qui sont dangereux, mais il y a quand même un effet qui ressort sur les enzymes hépatiques. Et donc je vous remercie aussi de parler de syndrome de Lennox que je découvre, parce que ma fille, ça fait des années qu'elle tombe, elle se casse le nez, elle va aux urgences pour ses jambes, ses genoux, et on n'en a jamais parlé. Donc je découvre. Surprise. Oui, c'est une caractérisation à la fois, c'est un type de crise et puis c'est un type de G. Et en fait, ça permet l'importance de caractériser en syndrome, c'est pour essayer de proposer des thérapies qui sont des associations thérapeutiques qui ont été validées par des recommandations de la Ligue internationale contre l'épilepsie ou des lignes thérapeutiques qui du coup marchent plus par rapport au type de crise dans ce syndrome. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, je vais prendre encore 2 questions, puis après, on va être obligé de passer à l'intervention suivante. Merci. Une toute petite question. Vous parlez d'une étude aux États-Unis en lien avec la STB et ce qui considère le Sabril ou la bigabatrine comme en tant que molécule, mesurer l'interaction avec ce... Alors oui, il y a eu dans l'étude sur les médicaments, il y a eu un essai de voir s'il y avait une interaction avec le vigabatrin, et il n'y en a pas au niveau du cannabidiol. Il n'y a pas de... et probablement que les patients... Alors, il faut savoir que le Sabril n'a pas l'AMM depuis longtemps aux États-Unis. C'est une molécule qu'ils n'ont découvert que très récemment. Oui. Et donc, ils mettent des doses qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on utilise en pratique française. Donc, peut-être que les patients n'ont pas tous le Sabril dans cette étude-là, vu le peu d'ancienneté qu'ils ont sur cette molécule. D'accord, merci. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire du cas par cas pour savoir quel anti-épileptique donner, par exemple, juste après une crise? C'est-à-dire Je prends l'exemple de mon fils qui a fait une grosse crise pendant plus de 3/4 d'heure. On l'a mené aux urgences, tout ça. Mais on lui a donné du Keppra, qui n'était pas du tout le bon médicament et qui était préconisé pour 90% des cas. Et ça lui a fait perdre tous les apprentissages. De toute façon, en épilepsie, c'est toujours du cas par cas. C'est-à-dire que quand un type de crise apparaît, on va commencer, alors tout dépend de un peu l'urgence, l'état de l'enfant. S'il faut débuter quelque chose très rapidement, il y a des molécules qui sont plus faciles à mettre en place très rapidement, notamment le Keppra, parce qu'il y a eu des études qui ont montré qu'on pouvait le mettre en dose de charge, en intraveineux, et donc on atteint très vite des taux efficaces. Et ce type de molécule peut être facile à utiliser pour se dire, voilà, on veut mettre quelque chose en place rapidement parce que voilà, des crises sont très longues ou très embêtantes. Après, un traitement antiépileptique, ça se réévalue au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, en fonction de la fréquence et de l'importance des crises, de l'état de l'enfant. Si on voit que ce n'est pas adapté, bien sûr, on rediminue et on passe sur une autre molécule. On peut aussi, il est important de temps en temps, quand on tourne au niveau des médicaments, de se poser et de se dire, bon, on va essayer d'enregistrer les crises qui sont faites pour essayer de voir quel type de crise on a, quel est l'aspect de l'EG en dehors des crises et dans quel syndrome on se trouve et quelles peuvent être les molécules qui peuvent être le plus proposées ou le plus adaptées. Voilà. Mais si une molécule n'aide pas, ou en tout cas a des effets secondaires indésirables, la règle, ou l'habitude chez tous les épileptologues veut qu'on la diminue, bien sûr, et qu'on essaye autre chose. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Avant, on utilisait beaucoup le Tegretol, qui apparemment était sans autant d'effets de secondaires que sur le Keppra. Le Tegretol, c'est une très vieille molécule qui a des effets très, très ciblés. C'est un bloqueur des canaux sodiques. Sa principale indication sont les épilepsies focales. Donc après, il y a des usages. Enfin, il y a pas mal d'expérience avec le Tegretol puisque c'est une molécule qui a plus de 50 ans maintenant. Et donc on sait quand il faut l'utiliser. Sur les spasmes, par exemple, le Tegretol, il faut être prudent. On sait que ce n'est pas forcément la meilleure molécule parce que ça peut aggraver. Donc quand c'est un tout petit, quand c'est un enfant plus âgé, c'est différent. Donc il y a différents éléments à prendre en compte, mais les profils de tolérance des antiépileptiques sont de mieux en mieux connus. Et on essaye justement d'adapter au type de crise. Et puis, puisque c'est principalement des anticonvulsivants, en fait. Ils traitent le symptôme crise, malheureusement, ils ne traitent pas la maladie sous-jacente.
Merci. Alors, je suis désolée pour toutes les questions qui sont en suspens. On peut remercier beaucoup le docteur Chemali. Parce que c'est un exercice difficile à faire. On a tous des questions plus individuelles, un peu plus. Et puis, c'est vrai que le cannabidiol, c'est très porteur d'espoir. Moi, j'aurais eu une remarque, c'est de dire dans quelle manière une association comme la nôtre peut faire du lobbying pour aider, justement, parce que quelque part, je suis persuadée que ça passe aussi par ça. Bien sûr. Donc voilà. Je pense que l'association syndrome de Dravet a eu un grand rôle, enfin joué beaucoup dans le fait que ce médicament soit développé et le statut de médicament orphelin, qui est un statut au niveau de l'Agence européenne du médicament et qui permet d'accélérer en fait les procédures, puisque le développement d'un médicament ou ses essais, ce sont plusieurs dizaines d'années parfois, et plusieurs années en tout cas, et sur le cannabidiol, on est sur un développement très rapide, sur une échelle de 4 à 5 ans, ce qui est rapide, et probablement que le rôle des familles a été primordial dans le fait que ça aille relativement rapidement. Un grand merci.